Bonjour, donc je vais corriger plusieurs exercices sur les transformations acide-base. Le premier exercice s'intitule l'aspirine effervescente et on te dit que pour faciliter son ingestion, l'aspirine ou acide acétylsalicylique de formule C9H8O4 peut se présenter sous forme de comprimé effervescent qui contient de l'hydrogénocarbonate de sodium, NaHCO3, et on te précise que lors de la dissolution du comprimé dans l'eau, on va former des ions hydrogénocarbonate HCO3- et on va aussi former des ions sodium Na+. Et les questions sont les suivantes. Alors, la première question, il s'agit d'écrire la formule de la base conjuguée de l'acide acétylsalicylique, puis de donner la demi-équation associée au couple acide acétylsalicylique ion salicylate. Et puis après, je traiterai les questions au fur et à mesure. Et on a une donnée qui est que l'acide carbonique H2CO3, il n'est pas stable en solution aqueuse et il se décompose selon l'équation. Donc l'acide carbonique en solution aqueuse va former du dioxyde de carbone, un gaz, et de l'eau. Voilà. Donc maintenant je vais répondre à la première question. Alors, donc le couple, c'est le couple acide acétylsalicylique ion salicylate. L'acide acétylsalicylique, on nous donne sa formule, C9H8O4. Je sais que si c'est un acide, ça veut dire que c'est une espèce, selon Bronsted, qui est capable de céder un ion hydrogène H+. Donc j'ai bien perdu ici un élément hydrogène, H7, et j'ai bien perdu une charge positive puisque je suis chargée négativement pour l'ion salicylate. Et je mets bien l'acide à gauche et la base à droite. La demi-équation, eh bien tout simplement, j'écris que l'acide peut former une base plus un ion hydrogène H+. Ensuite, l'ion hydrogénocarbonate est une espèce amphotère. Écrire les couples acide-base et les demi-équations associées. Donc une espèce amphotère, c'est une espèce qui va être l'acide dans un couple acide-base et également la base dans un autre couple acide-base. Donc qui peut jouer à la fois le rôle d'acide et le rôle de base. Donc c'est ce que je viens de mettre. Alors, le premier couple, eh bien, je propose de prendre l'ion hydrogénocarbonate comme un acide et je vais donc trouver sa base conjuguée. Pour trouver sa base conjuguée, je me souviens qu'un acide, c'est une espèce qui est capable de céder un ion hydrogène H+. Donc là, je vois que je perds bien un élément hydrogène et j'ai bien perdu une charge positive puisque je suis chargée 2 fois moins, sachant que j'étais déjà chargée une fois moins. Et donc j'ai le couple ion hydrogénocarbonate, carbonate. Et je peux écrire l'équation associée. Donc l'acide donne la base plus l'ion hydrogène H+. Maintenant le deuxième couple, où je vais maintenant faire intervenir l'ion hydrogénocarbonate comme une base. Donc il est ici. Si c'est une base, c'est une espèce qui est donc capable de capter un ion hydrogène H+. Donc, je la regarde et si elle est capable de capter, donc de prendre, je dois lui rajouter, pour trouver l'acide conjugué, un élément hydrogène, donc c'est pour ça que maintenant j'ai H2, et je rajoute une charge positive. Ici j'étais chargée une fois négativement, donc maintenant je suis neutre. Et j'ai bien le couple acide carbonique, ion hydrogénocarbonate, avec la demi-équation associée. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation entre l'aspirine et l'ion hydrogénocarbonate. Alors on va faire déjà un petit bilan de tous les couples acide-base que l'on a. On a le couple acide acétylsalicylique, ion salicylate. Et puis avec l'ion hydrogénocarbonate, on a vu qu'il existait 2 couples. Maintenant, dans une transformation acide-base, c'est l'acide d'un couple qui va réagir avec la base d'un autre couple. Je prends le premier couple, acide acétylsalicylique, ion salicylate. On me dit que c'est la transformation entre l'aspirine, donc entre l'acide de ce couple, et l'ion hydrogénocarbonate.
Ça veut dire que là, l'ion hydrogénocarbonate doit jouer le rôle de base. Donc c'est bien ce couple-ci que je vais choisir, puisque dans ce couple, l'ion hydrogénocarbonate joue le rôle de base. Et je peux ainsi écrire l'équation qui modélise la transformation entre l'acide acétylsalicylique, donc l'aspirine, et l'ion hydrogénocarbonate HCO3-. Donc j'écris la première demi-équation associée à l'ion hydrogénocarbonate pour former l'acide carbonique, pour former son acide conjugué. J'écris l'autre demi-équation où je vais avoir l'aspirine ou l'acide acétylsalicylique qui va former sa base conjuguée, l'ion salicylate, plus l'ion hydrogène. Pour trouver l'équation de la réaction, eh bien, j'additionne tout simplement les réactifs d'un côté et les produits de l'autre. Je vais voir qu'il y a un ion hydrogène de part et d'autre de l'équation, ion hydrogène que je ne vais donc pas mettre dans le bilan. Et j'obtiens que l'acide acétylsalicylique réagit avec l'ion hydrogénocarbonate pour former l'ion salicylate et l'acide carbonique. On te demande en fin d'exercice d'interpréter l'effervescence observée. Donc pour ça, il va falloir utiliser la donnée de l'énoncé. On re-regarde notre équation. Donc on voit que quand on met de l'aspirine, elle réagit avec l'ion hydrogénocarbonate et va former ici l'acide carbonique. Or, rappelle-toi, en début d'énoncé, on a vu qu'il y avait comme donnée bien le fait que l'acide carbonique n'était pas stable en solution aqueuse et qu'il allait se décomposer selon cette équation. C'est-à-dire que dès qu'il va être au contact de l'eau, eh bien, il va y avoir un dégagement de dioxyde de carbone. Donc ça, on le voit parce que ici, il y a le petit G qui veut dire gaz, donc il y a un dégagement de dioxyde de carbone, et également on va former de l'eau. Donc l'effervescence, elle provient du dégagement de dioxyde de carbone. Alors l'exercice suivant porte sur la cafetière entartrée. Le tartre qui se dépose dans les cafetières lors de leur utilisation, c'est un dépôt de carbonate de sodium, donc CaCO3. Pour détartrer une cafetière, on trouve dans le commerce des sachets d'acide sulfamique en poudre de formule NH2SO3H qu'il faut dissoudre dans l'eau tiède. Alors, on te pose plusieurs questions et on te donne une information, c'est que le carbonate de calcium, donc CaCO3, c'est constitué d'ion calcium Ca2+, et d'ion carbonate CO3-. Donc l'ion carbonate, c'est un ion que tu dois connaître, que tu as déjà dû étudier en cours. On est parti pour la première question. Donc il fallait écrire la formule de la base conjuguée de l'acide sulfamique, sachant qu'on t'avait dit que l'hydrogène responsable de l'acidité est écrit en rouge, puis de donner la demi-équation associée au couple de l'acide sulfamique. Alors, ici on a l'acide sulfamique, et donc pour trouver sa base conjuguée, je sais qu'un acide c'est une espèce qui est capable de céder un ion hydrogène. Alors, j'ai compris que l'élément hydrogène qui allait partir, eh bien, c'est celui-ci. Et comme je vais perdre une charge positive, je vais être chargé négativement. Et j'en déduis ainsi la base conjuguée de l'acide sulfamique. Je peux écrire la demi-équation associée au couple. Donc j'ai bien l'acide sulfamique qui va donner sa base conjuguée plus l'ion hydrogène H+. Deuxième question, écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation acide-base entre l'acide sulfamique et l'eau. Alors, tu connais maintenant le couple acide sulfamique et sa base conjuguée. Maintenant, on te dit, c'est une réaction avec l'eau. Alors l'eau, je te rappelle, c'est une espèce qui est amphotère, ça veut dire qu'elle peut jouer le rôle d'acide dans un couple et le rôle de base dans un autre couple. Les couples de l'eau, tu dois les connaître. Les couples de l'eau, les voici. Ici, ce couple-là, eau, ion hydroxyde, l'eau joue le rôle d'acide.
Et dans l'autre couple de l'eau, donc ion oxonium eau, l'eau va jouer le rôle de base. Maintenant, quand on a une transformation acide-base, eh bien, on a l'acide d'un couple qui va réagir avec la base d'un autre couple. Ici, dans le premier couple acide sulfamique, base conjuguée de l'acide sulfamique, c'est l'acide qui va réagir, c'est l'acide le réactif. Donc ça veut dire que s'il réagit avec l'eau, il réagit avec l'eau et l'eau sera une base. Donc c'est bien dans ce couple-ci que l'eau est une base. Alors maintenant, je peux écrire l'équation de la réaction. J'ai déjà écrit la première demi-équation associée à ce couple. Maintenant, je vais écrire la deuxième demi-équation associée au couple ion-oxonium-eau. Et je fais apparaître l'eau en premier puisque je vais me débrouiller pour placer les réactifs à gauche. Donc l'eau en tant que base va capter un ion hydrogène pour former l'ion oxonium. Maintenant, pour écrire l'équation de la transformation acide-base, eh bien, je somme ici les réactifs et je somme les produits. Je vais voir, quand je fais cette manipulation, je vais avoir un ion hydrogène parmi les réactifs, un ion hydrogène parmi les produits. Donc je ne vais pas le noter. Et j'obtiens que l'acide sulfamique au contact de l'eau va former la base conjuguée de l'acide sulfamique plus un ion oxonium. Alors, on te demande d'identifier l'espèce acide à la fin de la transformation précédente. Donc, reprenons la transformation précédente. Donc, je te rappelle qu'on a l'acide sulfamique qui joue le rôle d'acide, réagit avec l'eau qui joue le rôle ici de base. Donc, je vais mettre acide 1, base 2, comme ça. Pour former ici la base conjuguée de l'acide sulfamique, donc ici c'est une base, et l'ion oxonium. Et l'ion oxonium, c'est l'acide conjugué de l'eau. Donc l'espèce acide en fin de réaction, c'est l'ion H3O+, l'ion oxonium. L'espèce acide, donc l'ion oxonium, présente réagit avec les ions carbonates présents dans le tartre. Écrire l'équation de la réaction acide-base entre l'espèce acide et les ions carbonates. Alors, là j'utilise la donnée, on me dit que le carbonate de calcium est constitué d'ion calcium Ca2+, et d'ion carbonate CO3-, donc les ions carbonates, j'ai bien leur formule, CO3-. L'ion carbonate, ça tu dois le savoir, fait partie d'un couple acide-base. Donc l'ion carbonate jouera le rôle de base et elle est donc capable de capter un ion hydrogène H+, pour former l'ion hydrogénocarbonate HCO3-. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc on va avoir notre ion carbonate qui va réagir avec l'espèce acide présente. L'espèce acide présente déterminé à la question précédente, c'était l'ion oxonium. L'ion oxonium, tu sais que c'est impliqué dans le couple de l'eau. Et j'ai donc écrit la demi-équation associée. L'ion oxonium, vu que c'est un acide, va être capable de céder un ion hydrogène H+. Et donc maintenant, je peux écrire l'équation de la réaction. Comment est-ce que j'écris l'équation de la réaction? Bien, ici, je vais avoir les réactifs et de ce côté-ci, je vais avoir les produits. Et j'en déduis que l'ion carbonate plus l'ion oxonium forment de l'ion hydrogénocarbonate plus de l'eau. Évidemment, l'espèce l'ion hydrogène H+, apparaissant à la fois dans les réactifs et dans les produits, je ne l'ai pas noté. Alors, l'exercice suivant porte sur le contrôle du pH d'un aquarium.
Alors, le cichlidé, c'est un groupe de poissons d'eau douce qui peut être maintenu en aquarium dans une eau à 25 degrés et de pH de 7,5 à 8,5. L'aquarium est un environnement confiné où des déchets, urine, excréments, débris végétaux, excès de nourriture, sont constamment libérés et peuvent réagir avec l'eau. Ainsi, la décomposition des déchets produit une base au sens de Bronsted. Et cette base, c'est l'ammoniac. La transformation entre l'ammoniac et l'eau provoque une augmentation de pH de l'eau. De nombreux aquariophiles utilisent un système d'injection de dioxyde de carbone automatisé qui, relié à un pH mètre, permet de maintenir le pH constant. Bon, globalement, on a un groupe de poissons. Pour que tout se passe bien, il faut que l'eau soit à 25 degrés et qu'il y ait un pH entre 7,5 et 8,5. Évidemment, ce groupe de poissons produit des déchets qui peuvent impacter le pH et on a un système qui va permettre de maintenir le pH au bon niveau. On nous donne des structures électroniques, la structure électronique de l'atome d'hydrogène, de carbone, d'azote et d'oxygène. Et on te demande de donner la formule de l'ion ammonium, acide conjugué de l'ammoniac, puis écrire l'équation chimique de la transformation entre l'ammoniac et l'eau en interprétant l'augmentation de pH. Alors, donc dans cette question, il y a plusieurs questions. D'abord, il faut donner la formule de l'ion ammonium, qui est l'acide conjugué de l'ammoniac. L'ammoniac, sa formule, c'est NH3. Donc ça veut dire que NH3 est une base. Si c'est une base, elle est capable de capter un ion hydrogène H+. Si c'est une base, elle est capable de capter ici un ion hydrogène H+, pour former son acide conjugué NH4+, qui est l'ion ammonium. Et ainsi, on a le couple acide-base. Ion ammonium-ammoniac. Maintenant, on nous demande d'écrire l'équation chimique de la transformation entre l'ammoniac et l'eau. Les couples de l'eau, tu les connais. Tu sais que l'eau est une espèce amphotère, donc c'est à la fois un acide dans un couple et une base dans un autre. Si on veut écrire une transformation acide-base, c'est bien transformation qui va impliquer l'acide d'un couple avec la base d'un autre couple. Dans ce couple-ci, c'est l'ammoniac qui va réagir, donc c'est la base. Il nous faut donc de l'eau, mais il nous faut de l'eau qui va jouer le rôle d'un acide. Donc c'est ici. Et donc, je peux maintenant écrire la demi-équation associée à l'eau et maintenant écrire l'équation acide-base entre l'ammoniac et l'eau. Donc je vais sommer les réactifs, je vais sommer les produits. Je vois qu'il y a un ion hydrogène H+, qui est présent à la fois parmi les réactifs et à la fois parmi les produits. Donc c'est pour ça que je ne le mettrai pas en fin de réaction. Et j'ai ainsi l'ammoniac va réagir avec de l'eau pour former l'ion ammonium et l'ion hydroxyde. Alors, pour justifier l'augmentation du pH, on pourra voir ultérieurement dans le programme de terminale qu'il y aura une autre manière de le justifier, mais on peut regarder le couple de l'eau. Puisque le pH, on le mesure en milieu aqueux. Donc si je regarde le couple de l'eau, moi je vois que l'eau, qui était ici un acide, devient un ion hydroxyde qui est une base. Et donc si on forme une base avec de l'eau, dans ces cas-là, le pH va augmenter. Alors, j'ai bien dit si on forme une base, si on forme la base conjuguée de l'eau, dans ces cas-là, le pH va augmenter. Alors, deuxième question. Le dioxyde de carbone gazeux injecté se transforme dans l'eau en acide carbonique, H2CO3 aqueux. En réagissant avec l'eau, il provoque une diminution du pH. Écrire l'équation chimique modélisant la transformation chimique entre l'acide carbonique et l'eau. Donc, on nous dit tout simplement que quand on injecte du dioxyde de carbone, on forme de l'acide carbonique. L'acide carbonique va réagir avec l'eau.
et on souhaite écrire l'équation acide-base entre l'acide carbonique et l'eau. Donc pour cela, il va falloir qu'on trouve les couples. Donc on va déjà se pencher sur le couple de l'acide carbonique. L'acide carbonique, c'est un couple que tu as normalement étudié, mais c'est un acide. Donc ça veut dire que c'est une espèce qui va être capable de céder un ion hydrogène H+. Si c'est capable de céder un ion hydrogène H+, dans ces cas-là, sa base conjuguée, eh bien ça sera l'ion hydrogénocarbonate HCO3-. J'écris la demi-équation associée, donc l'acide carbonique forme sa base conjuguée l'ion hydrogénocarbonate HCO3- plus l'ion hydrogène H+. Maintenant, cet acide réagit avec l'eau. L'eau, tu connais les couples associés à l'eau, tu peux les noter. Tu sais que l'eau est une espèce amphotère. Si l'eau est une espèce amphotère, elle intervient comme acide dans un couple et comme base dans l'autre. Maintenant, ce que tu sais, c'est que quand tu écris une transformation acide-base, eh bien, on a l'acide d'un couple qui doit réagir avec la base de l'autre. Tu sais que ici, dans ce couple, c'est l'acide carbonique. Donc, c'est l'acide qui va réagir. Donc, quel est le couple de l'eau qui est impliqué? Eh bien, c'est le couple pour lequel l'eau joue le rôle de base. Donc, c'est celui-ci. On peut donc écrire la demi-équation associée à ce couple en plaçant l'eau comme réactif, donc à gauche. Ici, c'est une base, elle est capable de capter un ion hydrogène pour former l'ion oxonium. Et je peux ainsi écrire la transformation acide-base entre l'acide carbonique et l'eau en sommant les réactifs et en sommant les produits. Si je somme les réactifs, qui sont là, et les produits que je vais entourer, qui sont là, je vais voir qu'il y a parmi les réactifs l'ion hydrogène, parmi les produits l'ion hydrogène H+, donc je ne le ferai pas figurer dans l'équation chimique qui est notée ici. Donc on a bien l'acide carbonique qui réagit avec de l'eau pour former ici l'ion hydrogénocarbonate et de l'ion oxonium H3O+. Alors, il fallait comparer les couples de l'eau impliqués dans les questions 1 et 2 et d'indiquer la propriété de l'eau mise en évidence. Dans la question 1, le couple de l'eau mis en évidence, c'était eau ion hydroxyde, et dans la question 2, c'était oxonium eau. Donc on voit que l'eau peut jouer à la fois le rôle ici d'acide dans ce couple et le rôle de base dans ce couple. C'est donc une espèce amphotère. La quatrième question. On te demande de représenter les formules semi-développées et le schéma de Lewis de l'ion ammonium, de l'ammoniac et de l'acide carbonique. Alors, je vais commencer par représenter les schémas de Lewis, puis après je vais donner les formules semi-développées des trois espèces chimiques. Et je vais commencer par l'ammoniac. Alors, pour trouver un schéma de Lewis, il faut d'abord compter le nombre d'électrons de valence. Donc, je vais noter là, que je vais appeler grand N. Alors, pour trouver le nombre d'électrons de valence de l'ammoniac, il faut que je trouve le nombre d'électrons de valence de l'azote et le nombre d'électrons de valence de l'hydrogène. Les électrons de valence, rappelle-toi, ce sont les électrons qui sont situés sur la dernière couche. Donc c'est pour ça qu'on a besoin ici des configurations électroniques. Quand je regarde la configuration électronique de l'azote, donc il y a une couche 1 avec sa sous-couche S, et il y a la couche 2 avec deux sous-couches,
la sous-couche S et la sous-couche P. Les électrons sont notés en indice, en exposant, pardon. Donc, dans la dernière couche remplie, ici la numéro 2, il y a 2 électrons plus 3 électrons, c'est-à-dire 5. Donc là, j'ai trouvé le nombre d'électrons de valence de l'azote. Maintenant, je dois trouver le nombre d'électrons de valence de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est pas compliqué, il n'a qu'une couche remplie, enfin une couche qui est partiellement d'ailleurs remplie. Il y a un électron dedans, donc il a un électron de valence. Comme j'ai 3 atomes d'hydrogène, j'ai donc 3 électrons de valence. Ça fait 8 électrons de valence. Après, pour trouver le nombre de doublés, c'est-à-dire le nombre de doublés liants et non liants, ou de liaisons ou alors de doublés non liants, eh bien je prends le nombre d'électrons de valence et je le divise par 2, 4. Maintenant, pour trouver le schéma de Lewis de l'ammoniac, je vais placer l'atome d'azote au centre. Pourquoi je vais prendre celui-là au centre? Parce que c'est celui qui va devoir effectuer le plus de liaisons. Je vais te expliquer pourquoi. L'atome d'azote, il a 5 électrons de valence. Donc je vais les faire figurer. 4, 5. Un atome, pour être stable, il doit acquérir la configuration électronique du gaz rare ou du gaz noble le plus proche. Donc pour l'azote, c'est la configuration du néon. Et le néon, d'ailleurs comme tous les gaz rares hormis l'hélium, il a 8 électrons de valence. Là, l'azote n'en a que 5. Pour gagner des électrons, eh bien, l'azote va former des liaisons. Et à chaque liaison formée, elle gagne un électron supplémentaire. Donc si elle a 5 électrons, si l'azote a 5 électrons de valence, il doit alors former 3 liaisons pour gagner 3 électrons supplémentaires et ainsi acquérir la structure du gaz noble le plus proche. Donc on va faire 3 liaisons. 1, 2, 3. Maintenant je prends l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, il a un électron de valence. Et lui, c'est une exception. Pour être stable, il faut qu'il acquiert la structure du gaz noble le plus proche. Et la structure du gaz noble, donc c'est celle de l'hélium, qui lui a 2 électrons de valence. Donc l'hydrogène, pour se stabiliser, va devoir former une liaison. Tout simplement, ça sera avec l'azote. Il reste ici 2 électrons de valence tout seuls qui vont rester sur l'atome d'azote. C'est un doublet non liant. Et là, j'ai représenté la formule d'Héloïse de l'ammoniac. Si je veux représenter sa formule semi-développée, donc dans une formule semi-développée, les liaisons entre un atome d'hydrogène et un autre atome ne sont pas représentées. Donc la formule développée, c'est pas très compliqué, c'est NH3. Alors, maintenant, je vais passer à l'ion ammonium. Pour trouver la configuration et pour trouver le nombre d'électrons de valence de l'ammonium, eh bien, je vais calculer le nombre d'électrons de valence de l'azote plus 4 fois le nombre d'électrons de valence de l'hydrogène et je vois que cette espèce est chargée positivement, ça veut dire qu'elle a perdu un électron, donc j'en enlèverai un au bout. Le nombre d'électrons de valence de l'azote, on l'a vu, c'est 5. Le nombre d'électrons de valence de l'hydrogène, c'est 1, mais comme il y en a 4, je fais 4 fois 1. Et comme c'est chargé positivement, si c'est chargé positivement, ça veut dire que ça a perdu un électron. Donc j'arrive à 8. Et si je souhaite calculer le nombre de liaisons, le nombre de doublés, c'est plus précis,
eh bien, je vais en trouver 4. Alors maintenant, il faut quand même être un minimum malin. On vient d'écrire l'ammoniac. On a l'ion ammonium. On peut se dire que ça va être kiff-kiff bourricot à peu près la même formule. Donc je vais déjà commencer à réécrire celle de l'ammoniac. Alors je ne mets pas tout, mais on voit qu'on a un atome d'hydrogène supplémentaire. Et bien ici, tout simplement, le doublé non-lion va se transformer en doublé lion. Et l'espèce est chargée positivement, et moi, ça c'est moi qui vais l'indiquer, c'est chargé positivement au niveau de l'azote. Si on veut écrire sa formule semi-développée, pour écrire la formule semi-développée, on se rappelle que les liaisons entre atomes d'hydrogène et autres atomes ne sont pas représentées. C'est tout simplement NH4+. Alors, maintenant, on va représenter l'acide carbonique. Alors, dans l'acide carbonique, il va falloir trouver le nombre d'électrons de valence, que j'ai noté N. Il y a 2 hydrogènes. On a vu que pour l'hydrogène, le nombre d'électrons de valence, c'est 1. Donc comme il y en a 2, je multiplie par 2. Donc 2 fois 1, 2. Plus le nombre d'électrons de valence du carbone. Donc on va aller regarder la configuration électronique du carbone. Quand on regarde la configuration électronique du carbone, on voit que sur la dernière couche, donc la couche 2, il y a 2 électrons dans la sous-couche S et 2 électrons dans la sous-couche P. Donc ça fait 2 plus 2, 4. Plus, on va calculer le nombre d'électrons de valence pour l'oxygène. Donc on va regarder la configuration électronique de l'oxygène. Elle est ici. Dans la dernière couche, donc la numéro 2, il y a 2 électrons dans la sous-couche S et 4 électrons dans la sous-couche P. Donc ici, on a 6 électrons de valence. Et attention, il y a 3 atomes d'oxygène. Donc il y a 3 fois 6, 18. Donc maintenant je compte 18 plus 2, 20, plus 4, 24. Et pour avoir le nombre de doublés, je divise par 2, ça fait 12 doublés. Maintenant, comment est-ce que je vais représenter la formule de Lewis de cet acide carbonique? Alors, normalement, en classe, tu es censé avoir vu les formules de Lewis des acides carboxyliques. Alors, je te rappelle, la formule de Lewis d'un acide carboxylique, c'est ainsi. Donc ici, 2 doublés non lions. Je vais partir de ça. Alors, je vais juste enlever le R, et puis on va voir ce qu'on pourrait rajouter. Je vais partir, hop, de ceci. Et je sais que là, il manque encore une liaison pour l'atome de carbone. Donc il manque une liaison que je rajoute. Et je dois encore rajouter un atome d'oxygène, parce que là j'en ai mis 1, 2, et je dois encore rajouter un atome d'hydrogène. Bon, et bien tout simplement par symétrie, et j'obtiens ainsi la formule de Lewis de l'acide carbonique. Comment est-ce que je vais représenter sa formule semi-développée? Donc je ne vais pas représenter les liaisons entre un atome d'hydrogène et un autre atome. Donc je ne vais pas représenter la liaison ici entre l'oxygène et l'hydrogène, mais je vais représenter toutes les autres. Et je représente ici la liaison entre le carbone et le groupement OH.
Et ainsi, j'ai répondu à la question. Alors, on te demande de donner un encadrement de la concentration en ion oxonium, donc H3O+, pour que l'eau de l'aquarium convienne au groupe de poissons. Le pH minimum, c'était 7,5. Le pH maximum, c'était 8,5. La relation entre la concentration en ion oxonium et le pH, tu dois la connaître et tu dois donc pouvoir la citer. D'ailleurs, on attend de toi la formule qui est notée ici, c'est-à-dire que la concentration en ion oxonium, c'est C0, une concentration standard qui vaut 1 fois 10 exposant moins pH. Et tout simplement, j'applique. Pour un pH de 7,5, ça fait 1,0 fois 10 exposant moins 7,5. Ça fait 3,2 fois 10 puissance moins 8 mol par litre. Et quand on a un pH de 8,5, on trouve 1,0 fois 10 exposant moins pH, donc moins 8,5, ça fait 3,2 fois 10 puissance moins 9. Donc la concentration en ion oxonium, elle est comprise entre 3,2 fois 10 puissance moins 8 et 3,2 fois 10 puissance moins 9, 3,2 fois 10 puissance moins 9 mol par litre et 3,2 fois 10 puissance moins 8 mol par litre.